Vous écoutez l'affaire Farid Ouzane, deuxième partie. Lorsqu'il découvre que l'une des deux personnes qui travaillait au salon de massage au moment du meurtre est originaire de Lorient, les enquêteurs pensent être sur une piste sérieuse. Ils vont donc s'intéresser de plus près à ces deux jeunes femmes, Claudia et Sabrina. Sabrina, c'est une jeune femme de 27-28 ans à l'époque. Denis Fayolle, avocat de Sabrina. Qui est une jeune femme sans histoire. Elle a un casier judiciaire parfaitement vierge. Et c'est une jeune femme qui a grandi en banlieue parisienne, au Mureau, qui, comme beaucoup, a été attirée par les lumières de la capitale et a voulu venir tenter sa chance à Paris. À la base, elle avait fait des études de coiffure. Et puis un jour, elle répond à une petite annonce pour être esthéticienne. Et c'est en répondant à cette annonce qu'elle va se retrouver employée dans ce salon, un salon de massage. Et c'est vrai que par la suite, elle va en devenir la gérante. Ce salon n'est pas un salon de massage classique, mais plutôt un lieu de prostitution. À partir du moment où Sabrina prend la gérance du salon, il faut recruter une seconde employée. Et c'est dans ce cadre-là que, via une annonce, Claudia est recrutée par Farid Ouzane. C'est une jeune femme qui est très jolie également. Elle a fait son lycée sur Lorient et alors que tous ses amis poursuivaient des études supérieures après le bac, elle avait le rêve de devenir comédienne sur Paris. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est installée dans la capitale. L'arrivée à Paris, elle est assez classique. Thierry Fillon, avocat de Claudia. C'est pas du théâtre, mais comme beaucoup de jeunes arrivant à Paris, étudiants ou pas étudiants, on trouve des petits boulots. Donc elle va être hôtesse d'accueil, elle va être standardiste, elle va effectivement travailler dans un bar. Mais malheureusement, comme elle n'avait aucun contact et aucune relation dans le domaine du théâtre, très vite, elle a été confrontée à la réalité. C'est là qu'elle va faire la connaissance à la fois de Sabrina et de Ouzane. Elle va déchanter, on va dire, sa vallée ce sera de pire en pire en définitive. C'est une sorte de chute. Le travail des enquêteurs, là, c'est de poursuivre l'environnement de ces deux jeunes femmes. Sabrina est toujours sur place. Claudia, elle, a changé de vie. Donc il faut les localiser, cerner leurs activités. On est déjà en début 2013. La cellule de Lorient, cette fois-ci, s'est déplacée sur Paris. Dans les locaux de la section de recherche de Paris. Donc on s'est déplacé à 7 ou 8 gendarmes maritimes là, pendant 6 mois. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'on se retrouve avec des gendarmes maritimes qui se retrouvent à planquer dans Pigalle devant un salon de prostitution. Et donc ils vont mettre le paquet sur ces jeunes femmes. Ils vont les épier, ils vont les mettre sur écoute, ils vont enquêter sur elles pour savoir ce qu'elles font, comment elles gagnent leur vie, comment elles dépensent, leur dossier médical, leur dossier bancaire, leur dossier fiscal, leurs amis, leur famille. Très rapidement, il apparaît qu'elles n'ont plus du tout de contact. On apprendra d'ailleurs que Claudia a quitté le salon juste après la découverte de la valise à l'été 2011. Je me suis occupé des écoutes et de l'environnement de Sabrina. Patrice Mazier, enquêteur. On sentait bien que c'était une femme très forte. Clairement, c'est elle qui dirige et plus on l'écoutait, plus on se disait que peut-être que Farid Ouzane, c'était peut-être pas lui qui avait la main sur le business en fait, et que ça pouvait être un motif de plus. Si elle se sentait forte et qu'elle voulait gagner un peu plus d'argent, c'était peut-être plus facile de l'éliminer. Parce que quelque part, lui, en disparaissant, elle avait plus lui donner des sommes astronomiques tous les mois sur l'activité du salon. Et on a beau recouper dans tous les sens, on retombe toujours sur Sabrina. Ce qui nous a interpellés aussi dans le cadre de nos investigations, c'est que non seulement Sabrina n'a à aucun moment déclaré la disparition de Farid Ouzane, mais elle va au-delà, c'est-à-dire qu'elle dissimule aussi sa disparition. On s'est très vite aperçu que c'est elle aussi qui faisait vivre Farid Ouzane en réglant les loyers et en s'occupant du logement de Farid Ouzane à rue Boissy-d'Anglas. On ne désespère pas de ces écoutes téléphoniques, mais on se dit très rapidement que 2 ans après,
tout le monde étant passé peut-être à autre chose, il faut, vous me pardonnez l'expression, lancer un petit peu la machine. Le parquet choisit à ce moment-là d'annoncer dans la presse que la victime avait été identifiée. Évidemment, l'idée c'était de savoir si cette diffusion allait entraîner des conséquences sur les écoutes qui étaient en cours. On en sait donc un peu plus sur le mystère du corps dans la valise. L'homme d'origine maghrébine était âgé d'une 50aine d'années. Il travaillait dans un salon de massage en Île-de-France et pourrait avoir été lié à un réseau de proxénétisme. L'enquête va évidemment se poursuivre pour tenter de retrouver le ou les auteurs de cet assassinat. Quand l'article de presse paraît, effectivement, le sort de l'apparition, on intercepte un échange téléphonique entre Claudia et un ami à elle qui l'appelle en disant « T'as vu la presse aujourd'hui ? Attention, chut, ne dis rien à personne, ferme les fenêtres et tout, ne réponds pas au téléphone et tout ça. » Et cette conversation va un peu nous mettre la puce à l'oreille puisqu'il va être question du père de Claudia. Christine Lecrom, ancienne procureure de Lorient. Et du fait que, il ne vaut mieux pas maintenant qu'elle entre en contact avec lui. Donc, c'est vrai que c'est des propos qui nous permettent d'envisager que le père de Claudia puisse être impliqué, au moins dans la disparition du corps. Dès qu'on a entendu cette conversation téléphonique, on s'est organisé pour pouvoir procéder aux interpellations dès le lendemain. On déclenche simultanément les interpellations. Alors j'étais sur le dispositif pour Sabrina, je me présente et puis je lui ai dit qu'elle était en état d'arrestation, placée en garde à vue pour une histoire de meurtre. Patrice Mazier, enquêteur. Et pas un mouvement de glotte, pas rien. Tout de suite j'ai compris que ça allait être compliqué. Sabrina, quand elle est amenée à s'expliquer en garde à vue, va immédiatement, avec force, contester avoir tué M. Ouzane. Elle a vu des personnes qui lui ont dit que M. Ouzane était vivant. Et après, on peut aussi peut-être considérer que son absence pouvait l'arranger, quand bien même elle n'en était pas responsable. Tout ce qu'on pouvait lui avancer, elle avait une explication à tout. Voilà. Donc c'était franchement impressionnant. J'en étais presque à jalouser les camarades qui avaient la garde à vue de Claudia à côté. Eux, ça déballait, quoi. Dès le départ, en fait, elle va donner une chronologie, elle va donner des étapes, des faits qui peuvent expliquer la mort de cet homme et la manière dont le corps, on va s'en débarrasser. Elle va commencer par expliquer que Farid Ouzane s'est bien présenté au salon de massage, que l'ambiance avec Sabrina va être extrêmement tendue. Farid Ouzane explique à Sabrina que si elle n'est pas contente, elle peut partir immédiatement du salon, mais que ce sera sans indemnité, sans rien. Claudia dit qu'à partir de ce moment-là, les choses dégénèrent. Sabrina jette au visage de Farid Ouzane sa tasse de café. Et c'est à ce moment-là que Sabrina demande à Claudia d'aller chercher un chandelier dans l'une des chambres du salon. Elle va ramener un chandelier et il va y avoir un coup de portée à l'arrière du crâne de Ouzane. Manifestement, il a assez mal à la tête avec le coup qu'il a reçu. Et puis à ce moment-là, Sabrina s'empare du fil de l'imprimante, fait un signe de tête à Claudia. Elle tend une extrémité de ce câble à Claudia et très rapidement entoure le câble autour du cou de Farid Ouzane et commence à serrer. Claudia explique ensuite qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, qu'elle est sortie du bureau pour s'asseoir dans le couloir. En fait, elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé ensuite. Elle pense que ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que Sabrina ressorte du bureau en lui disant « Ça y est, je pense qu'il est mort, mais je vais quand même lui mettre un sac sur la tête. » Claudia va accepter d'aider Sabrina, sans doute parce qu'elle se considère aussi responsable de ce qui est arrivé. Donc elles vont finir par trouver une grande valise dans un magasin à proximité des Champs-Élysées. Le corps va être enroulé dans une bâche. On va enlever les chaussures pour faire rentrer le corps dans la valise. Et la suite, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce corps? Qui est-ce qui va nous aider à transporter ce corps? On essaye d'avoir recours à la famille de Sabrina. Ils vont pas accepter.
C'est la raison pour laquelle Sabrina a demandé à Claudia de prendre attache avec son père, qu'elle savait sûrement protecteur de sa fille, pour les aider. En lui disant que sans doute qu'il y a une galère, entre guillemets, et qu'elle va venir et qu'elle aura besoin de lui à leur arrivée à Lorient le lendemain. Il est 23h et quelques. Il y a un taxi qui va venir devant le salon de massage, qui va charger la valise dans le coffre. Et les deux filles prennent la place à bord du taxi et ils vont faire route jusqu'à Lorient. Elles arrivent à Lorient, donc par taxi, elle appelle son père. Assez rapidement, il est question d'une bêtise qu'elles ont faite et je crois qu'assez rapidement, le père a conscience qu'il y a un cadavre dans cette valise. Claudia, quand elle est entendue, elle donne beaucoup d'éléments d'une manière spontanée. Dans le même temps, on a l'audition de son père, qui est à 600 km, qui va nous donner aussi des éléments. Pour le père de Claudia, raconter les faits tels qu'ils se sont passés dès le début de la garde à vue a été un soulagement. Stéphane Dosk, avocat du père de Claudia. Depuis 2 ans, il gardait ça pour lui et c'était extrêmement lourd. Il a regardé les journaux tous les jours pour savoir si l'enquête progressait. Lorsque le corps a été identifié, il a su que les enquêteurs allaient remonter à lui très rapidement. Il va raconter que quand il arrive le matin à 6h30 devant la gare et qu'il attend sa fille, il ne connaît pas l'activité de sa fille sur la région parisienne. Pour son père, elle travaillait avec son amie Sabrina qui était dans la banque. Claudia arrive en taxi avec Sabrina. Avant même de rentrer dans la voiture, sa fille lui dit « Papa, on a fait une grosse connerie ». Et elle lui dit « C'est un corps qu'il y a dans la valise ». À ce moment-là, comme il l'a raconté aux enquêteurs, ça lui a coupé les pattes. La seule chose que sa fille lui a dit, c'est quelqu'un qui nous voulait du mal, et elle lui a précisé « Papa, je te jure que je n'ai rien fait ». Il la croit, il se pose pas de questions, il se demande pas qui était cette personne. Il a juste un réflexe de père, il croit sa fille, point. Et à partir de ce moment-là, tout s'enclenche. Il a été mis devant le fait accompli. Il avait le choix de toute façon entre dénoncer sa fille au commissariat et se débarrasser de la valise. Le dilemme pour le père de Claudia est très vite tranché. Il a une réaction de père, tout simplement, une réaction de protection. Et donc, c'est seul qu'il va se rendre sur le port de Kernevel, qu'il va emprunter le bateau d'un ami à lui. Il charge la valise sur le bateau et il prend la mer. Le temps n'était pas bon, la mer était mauvaise, il y avait du vent et le père de Claudia n'est pas un marin aguerri. Il arrive un moment où il est en milieu de la rade et il ne peut plus avancer compte tenu du mauvais temps. Il a décidé de ne pas aller plus loin. Pendant qu'il naviguait, il avait lesté la valise avec de la corde plombée. Il a passé la valise par-dessus bord. Lorsque la valise a commencé à couler, il a fait un signe de croix. Quand il est rentré à l'appartement, il a dit à Claudia et à Sabrina que c'était fait. Il ne voulait plus entendre parler de rien. Il ne voulait pas savoir ce qui s'était passé. La seule question qu'il a posée, c'était de savoir si on n'allait pas s'inquiéter de la disparition de la personne. Et là, Sabrina lui a répondu tout de suite que personne n'allait s'inquiéter de cette disparition. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a semblé que Sabrina était très froide, très posée, et il a eu le sentiment que c'était elle qui avait tué cette personne-là. Les 2 jeunes femmes, après un petit séjour à Lorient, vont rentrer à Paris. Claudia va sombrer quand même dans un état dépressif important qui la conduira ultérieurement à des hospitalisations psychiatriques. Entre le traumatisme de ce qui a été commis et puis la honte de tout ce qui s'est passé, en fait, elle va pas s'en remettre. Alors que Sabrina, de son côté, va continuer son existence en faisant comme si Ouzane était toujours vivant. Sabrina, quand elle entend par la bouche des enquêteurs ce que dit Claudia d'elle, nécessairement, elle le vit comme une trahison.
Sabrina, malgré le choc, tient à s'expliquer, tient à se défendre. Très vite, va venir dire que les accusations qui lui sont rapportées sont totalement délirantes. Surtout quand on sait que Claudia a été admise à plusieurs reprises dans des établissements spécialisés. Quand je l'ai mis devant cette situation, je ne sais pas pourquoi elle dit ça, pourquoi elle m'en veut, pourquoi elle dit ça, mais en tout cas, c'est elle qui dit, c'est pas moi. Elle est dans une ligne de conduite où je n'avoue rien, je ne reconnais rien, je ne sais rien. Pour moi, elle s'était préparée à un jour être interpellée, qu'on lui pose des questions. Résultat, à l'issue de la garde à vue, on a des éléments, mais on n'a aucun aveu. Elle reste sur ce positionnement, elle n'en démord pas malgré les éléments qui lui sont apportés, qui corroborent la version de Claudia. Claudia et Sabrina vont être déférées au parquet de Lorient et présentées à un juge d'instruction qui va les mettre en examen pour le meurtre de Ouzane, et elles vont être incarcérées. Mais le travail d'investigation a été poursuivi une fois que les filles ont été incarcérées, parce que y a des éléments qu'il fallait vérifier, qu'il fallait retracer, qu'il fallait attester. Les enquêteurs vont vérifier point par point tout ce que Claudia leur a dit dans le moindre détail. Rémi Champsay, co-auteur de La clé de l'énigme. Ils vont retrouver le chauffeur de taxi qui les a amenés à Lorient. Ils vont retrouver le vendeur de la valise près des Champs-Élysées qui avait vendu la valise pour mettre le corps à l'intérieur. Et ils vont pouvoir confirmer, preuve à l'appui, que tout ce qu'elle leur a dit était vrai. Jusqu'à la fin de l'instruction, Sabrina ne cesse de clamer son innocence, alors que Claudia, sa protégée, l'accuse d'un meurtre dont elle reconnaît elle-même avoir été complice. Le procès qui s'ouvre en décembre 2016, devant la cour d'assises du Morbihan, s'annonce donc extrêmement tendu. Alors au procès, c'était Sabrina qui était considérée comme l'auteur principal et Claudia comme complice. La peine encourue était la même, mais pour autant, on pouvait faire une distinction supplémentaire. On a quand même l'impression que Claudia est complètement sous l'emprise de Sabrina. Elle a l'air fascinée par cette femme qui a 2-3 ans de plus qu'elle et qui est capable de tenir tête aux hommes, qui est une sorte de petit caïd, en fait. Alors qu'elle, elle est brisée par la vie, elle a vécu un enfer quotidien pendant des mois dans ce salon sordide de Pigalle. Je crois qu'elle faisait 15 ou 20 passes par jour. Hein. C'est apocalyptique dans les conditions d'hygiène qui étaient déplorables. Elle habite sur place, elle se lave avec un seau, qu'elle soit malade, épuisée, que des hommes lui passent sur le corps toute la journée, 7 jours sur 7. Claudia décrit des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles, qui sont extrêmement dures, que Sabrina, a priori, ne partage pas, puisqu'elle se contente de gérer l'établissement. Donc là, on voit apparaître une relation de dominant-dominé aussi, qui semble assez claire. D'autant qu'en réalité, si on s'intéressait un tout petit peu au mobile, on se rendait compte qu'en réalité, la disparition d'Ouzane n'apportait aucun profit à Claudia, puisque c'est pas elle qui bénéficiait de l'argent. Elle gagne à peu près 3 000 € par mois, tandis que le salon fait au moins 90 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Entre les faits et la personnalité, nous, on demandait qu'il soit tenu compte de cette histoire très, très violente pour elle, en définitive. On se perd à vouloir à tout prix mettre des étiquettes, à vouloir à tout prix bâtir des hiérarchies. Denis Fayolle, avocat de Sabrina. Je suis pas sûr qu'on puisse, dans ce dossier, dire « Ah oui, il y avait le boss et puis il y avait le lieutenant ou l'exécutant ». Un fait quand même qui a beaucoup pesé sur le débat, c'est la qualité ou l'absence de qualité de la victime, qui était quand même un proxénète, qui s'était fait une fortune sur cette activité quand même peu reluisante. On ne peut pas dire donc qu'on avait affaire à une victime avec un grand V. En clair, on est les avocats du salaud qui a profité de la situation de jeunes femmes. Nicolas Lignol, avocat de la famille Ouzane. Je n'ai eu de cesse que de dire, mais enfin, arrêtez d'accuser cet homme, arrêtez de dire que c'est lui qui est l'auteur, arrêtez de faire son procès, c'est pas lui qui est dans le box des accusés. Alors est-ce qu'on accepte que le meurtre soit moins grave parce que la victime est un proxénète ?
Les jurés ont remis moins de 5 heures pour rendre leur verdict. Pour la principale accusée poursuivie pour le meurtre du proxénète, Farid Ouzane, la condamnation suit la réquisition de l'avocat général, 12 ans de prison. 12 ans pour Sabrina, 6 ans de prison pour Claudia, 1 an avec sursis pour le père de Claudia pour recel de cadavres. J'ai pas beaucoup de souvenirs dans ma longue expérience des cours d'assises d'une peine de 6 ans pour meurtre. C'est quand même excessivement rare. On a l'impression au final que tout le monde a été victime dans cette affaire. Les jurés ont tenu compte de cette dimension humaine pour rendre un verdict qu'on peut considérer comme relativement clément. Ce sera certainement le dossier qui m'aura le plus marqué dans le cadre de mes fonctions de juge d'instruction. C'est vraiment une enquête emblématique aussi de la gendarmerie maritime. Certes, on fait des enquêtes criminelles, mais une enquête criminelle nous amène de Lorient à Paris et travailler dans le milieu parisien, c'est pas banal quand même. Comme on dit, hein, c'est l'enquête d'une vie. Robert Lagautrière, directeur d'enquête. On voit ça dans les films d'habitude. On a beaucoup d'enquêtes qui vont durer dans le temps. On n'a pas forcément le résultat. On voit certains dossiers, cold case, qui sont toujours là. Mais on y est arrivé sans qu'on sache sur quoi on allait quand on a commencé et pendant tout le temps qu'on a travaillé. On fait le job sur l'instant, on fait notre boulot. Moi, j'ai vraiment pris conscience que la sortie du procès d'assises, que waouh, on avait fait un truc pas mal quand même. Ah, pas mal, ouais. On a fait ce qu'on devait faire, mais on l'a fait bien. Aujourd'hui, les 2 femmes sont sorties de prison. Sabrina n'a jamais accepté sa condamnation et a toujours nié son implication dans ce meurtre sordide. Elle n'a plus fait parler d'elle. Quant à Claudia, elle a repris des études et a complètement changé de vie. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Louis-Mathieu Nivose. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Joanna Lalonde, avec la voix de Julie Drey.